Bonjour à toutes et à tous. Comme m'a introduit Maxime, moi je vais vous présenter mon enquête qui est sur le déploiement du travail téléphonique dans les établissements de santé mentale du GHT des Hauts-de-France. Je vais tout d'abord introduire cette enquête et le cadre dans lequel elle s'inscrit. Ensuite, je vais vous présenter la littérature existante sur la télépsychiatrie et ce qu'on peut en retenir. Ensuite viendra ma méthodologie d'enquête, suivie de mes résultats préliminaires. Et enfin, tout comme Maxime, une petite discussion et des questions d'ouverture pour un peu approfondir le sujet. Donc, comme l'a déjà expliqué Maxime, donc cette étude elle s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui d'une crise sanitaire internationale qui apparaît en Europe en 2020. Et donc en mars 2020, en France, nous avons un confinement généralisé avec de nouvelles réglementations sanitaires, la fermeture de différents établissements de santé mentale et autres. Moi, mon travail s'intéresse plus spécifiquement à la télépsychiatrie qui a été adoptée dans ces établissements de santé mentale, ceux qui sont restés ouverts comme les EPSM. Et euh, donc, euh, Là, vous pouvez retrouver la carte des différents EPSM qui font partie du GHT, là où se sont déroulées les différentes enquêtes. Donc, tout d'abord, on s'est rendu compte que la télémédecine, elle donne lieu à des publications scientifiques et plus précisément dans le domaine de la télépsychiatrie. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la télémédecine est reconnue à partir de 1980 environ, même si on trouve de l'existant à partir de 1960. Euh, Dans un texte d'un psychiatre de l'Université de Paris-Descartes, ce dernier déclare que la psychiatrie a toujours voulu rester la fille sage de la médecine, dans le sens où la télémédecine se développe, et ce qui est moins le cas de la télépsychiatrie, et que le travail téléphonique en psychiatrie n'est alors à ce jour pas reconnu comme un réel acte de soin, ce qui s'est validé dans les différentes recherches en littérature qu'on a pu faire où on n'a pas trouvé de littérature spécifique sur le travail téléphonique comme acte de soins, mis à part les rapports sur les services d'écoute téléphonique, comme les travaux de vigilance, par exemple. La méthodologie d'enquête, donc moi, mon enquête a été une enquête qualitative par entretien, donc qui ont été enregistrés et retranscrits par mes soins et ensuite analysés avec NVivo. Dans ces entretiens interrogent des professionnels des quatre établissements. Nous avons des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des cadres infirmiers. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que certains entretiens ont été réalisés avec le service des gens travaillant dans le service des urgences du CHU de Lille et des individus travaillant à vigilance. Étant donné que le téléphone fait partie de leur outil de travail quotidien, il nous a paru important de s'intéresser aussi à leur pratique quant au téléphone nous verrons par la suite que nous avons appris des choses par rapport à ça. Donc, les thèmes abordés lors de mes entretiens ont été le déploiement de ce travail, son utilisation, les avantages qu'ont souhaité les différents professionnels, ses limites, ainsi que les projections d'avenir quant à ce travail téléphonique. Nous avons aussi réalisé un cadrage statistique à partir du RIMP, comme l'a introduit Maxime avant moi. Donc, tout d'abord, les premiers résultats de recherche qui m'a paru intéressant de vous présenter, le déploiement de ce travail téléphonique. En premier lieu, il a été mis en place très subitement, donc avec une obligation de l'adopter du jour au lendemain dans les différents établissements. Cette mise en place subite n'a pas été suivie d'une réglementation claire quant à son utilisation. Maxime l'avait présenté, les différents établissements ont dû faire un peu avec leurs moyens et avec l'avancée des différentes règles sanitaires nationales. De plus, le personnel interrogé a affirmé qu'il n'était pas formé à son utilisation dans un cadre clinique, ce qui n'est pas le cas pour les professionnels de vigilance, par exemple, qui ont une formation préalable quant à l'utilisation du téléphone, car c'est leur outil de travail quotidien et qu'ils doivent être aptes à l'utiliser. J'utilise une verbatim ici du docteur N, psychiatre dans le secteur de Roubaix, qui nous dit Je pense que c'était difficile pour les patients et c'était difficile pour nous aussi. On n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. Donc cela nous rappelle bien que le téléphone n'est pas un outil que cette psychiatre et que certains de ses collègues utilisent et que devoir revoir cette manière de travailler a pu avoir quelques limites.
De plus, un autre résultat obtenu est celui de Predis. Donc, Predis est une plateforme de téléconsultation qui a été mise en place lors du premier confinement pour faire des entretiens en visioconférence. Mais les résultats obtenus quant à ça, c'est une utilisation faible de l'outil. Euh, et les raisons de cela, c'est un manque d'équipement. Donc, des ordinateurs qui ne sont pas équipés de webcam ou qui n'ont pas de carte son intégrée, une Wi-Fi qui n'est pas toujours très efficace dans les établissements, et aussi un manque d'équipement chez la patientèle qui n'a pas forcément d'ordinateur sous la main ou qui ne sait pas forcément comment utiliser Predis. De plus, certains interrogés m'ont aussi partagé le fait que c'était un temps extrêmement long pour programmer les consultations. Un psychiatre m'a même dit que c'était un travail de secrétaire. Et donc là, nous avons eu une verbatim du docteur P, psychiatre sur le secteur de Roubaix aussi. Donc en consultation, on pourrait l'utiliser aussi, hein, mais c'est vraiment la mise en œuvre qui est compliquée. Et puis on a un problème aussi d'outils informatiques, c'est qu'il n'y a pas de caméra sur les ordis. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est qu'en fait, on a poussé certains psychiatres à utiliser Predis, mais en fait, les établissements n'étaient pas du tout équipés quant à son utilisation. Cependant, petit point positif, d'après ce même docteur, il y a une amélioration avec le temps et le service Predis s'améliore. Donc, peut-être en projection d'avenir, cela pourrait être davantage utilisé. Donc, ici, nous retrouvons quelques résultats statistiques. Donc là, nous avons le tableau du nombre d'actes avec part de téléphone en 2020, comparé avec le nombre d'actes en 2019. Donc, ce qu'il faut savoir sur ces chiffres, c'est que nous avons seulement les chiffres de 3 établissements, Lille Métropole, Lille Flandre et agglomération lilloise. Nous n'avons pas les chiffres de l'EPSM de Saint-Venant, Val-de-Lys-Artois. Donc là, on se rend compte qu'en rouge, c'est la part de téléphone par acte ambulatoire, acte. Et la ligne grise que vous voyez sont les actes de 2019. Donc on voit qu'il y a une baisse, comme l'avait expliqué aussi Maxime, du nombre d'actes à partir du mois d'avril et de mars comparé à 2019, avec une forte augmentation à partir du mois de juin, donc quand il y a eu les déconfinements, etc. Et ensuite une petite baisse au second confinement au mois d'octobre. Et donc là, nous avons le second tableau de la proportion des actes ambulatoires par téléphone en 2020. Donc on s'aperçoit qu'au mois de mars, il y a 28,2% d'actes ambulatoires qui ont été réalisés par téléphone et au mois d'avril, 64%. Donc ce qui représente quand même une importante partie de l'utilisation. Mais ce qui est vraiment surprenant sur ce tableau, c'est qu'on voit une baisse radicale de son utilisation par la suite, avec une petite augmentation au second confinement au mois de novembre, mais qui reste que à 6,6%, donc ce qui reste très faible par rapport à son utilisation lors du premier confinement. Donc maintenant, passons aux avantages que les différentes professionnels interrogés ont pu tirer de ce travail téléphonique. Le premier, qui paraît presque normal, est la limite de la transmission virale. Donc lorsqu'on téléphone à quelqu'un, on ne prend pas le risque de le rencontrer en présentiel et donc de faciliter une transmission du virus. Secondement, ils ont aussi observé un accès aux soins amélioré pour les patients à mobilité réduite et pour les patients qui avaient des pathologies spécifiques, comme les patients psychotiques qui n'osent pas sortir de chez eux, ou des patients très anxieux à qui le monde extérieur peut faire peur. Donc pour ces patients-là, ils ont pu avoir un soin à domicile euh, qui a été observé. Il y a aussi un isolement des patients qui a été réduit, avec un réel support médical, infirmier et psychologique pour ces patients, car on sait que certains patients sont très isolés quant à leur pathologie, mais aussi quant à leur cadre social. On a aussi pu repérer les situations à risque, donc médico-sociales et familiales. Par exemple, une psychologue interrogée m'expliquait que une de ses patientes subissait des violences conjugales et que par le travail téléphonique, avec l'aide du service hospitalier, ils ont réussi à prendre ça en charge et à la faire changer d'environnement. Un autre avantage, c'est la productivité quant à l'offre de soins, avec une diminution des déplacements, comme l'avait expliqué Maxime. Il n'y avait plus de visites à domicile, donc moins de déplacements pour les professionnels. Et une dernière chose qui a été retenue quant aux avantages, mais alors ça a été surtout retenu pour les personnes travaillant au service des urgences et à vigilance,
c'est que c'est le patient qui a le contrôle de l'entretien en fait, par téléphone. Il a le choix d'y mettre fin quand il veut, tandis que lorsqu'il est dans le bureau du soignant, il peut avoir la sensation de subir l'entretien et non pas d'en avoir le contrôle. Donc, vous pouvez encore retrouver une verbatim du docteur N, psychiatre sur le secteur de Roubaix. J'ai des patients aussi qui m'ont dit que dans cette période de confinement, ça a été important pour eux que je les appelle. Voilà, donc l'entretien téléphonique, c'était mieux que rien. Et ils m'ont dit, bah, ça nous a fait du bien, on a vu que vous preniez attention à nous. Donc là, on retrouve cet isolement qui a pu être réduit et le support psychologique que le travail téléphonique a pu apporter à ces patients. Donc, comme limite, la première limite qui revient dans la totalité des entretiens réalisés est l'inexistence du langage non verbal, donc qui n'est pas présent lors d'un entretien téléphonique. Le fait de voir le patient, de pouvoir le regarder dans les yeux, de pouvoir voir ses réactions corporelles, est-ce qu'il marche de la bonne manière, etc. Euh, le second lieu qui est en lien avec le langage non verbal, c'est la difficulté à émettre un diagnostic sur le patient, étant donné qu'on ne l'a pas en face de nous et que le suivi thérapeutique en fait a été beaucoup plus difficile. Certains psychiatres m'ont dit qu'ils ont juste des patients et doivent leur faire des ordonnances, donc ça n'a pas été extrêmement compliqué par téléphone, mais cependant les patients qui suivent une thérapie très précise, cette thérapie n'a pas pu se faire et le changement du rituel de l'entretien en présentiel a été énormément chamboulé. Euh, Stéphanie, infirmière dans le secteur de Roubaix que j'ai interrogée, me dit on s'est rendu compte quand même que les entretiens téléphoniques étaient beaucoup plus pauvres, en tout cas sur nos actes, puisqu'il y a parfois ce qu'on appelle le langage non verbal qu'on ne peut forcément pas avoir par téléphone. Donc, comme autre limite, la première qui est énormément revenue, c'est la réduction de la qualité et le temps de l'entretien. Un entretien psychiatrique dure environ, d'après ce que m'ont dit les psychiatres interrogés, 30 minutes, entre 20 et 40 minutes. Et en moyenne, les entretiens réalisés par téléphone ont duré entre 5 et 10 minutes. Donc, on observe vraiment une réduction de sa durée et donc de sa qualité. Le sentiment d'intimité a aussi été relié lors de ces entretiens où, en temps normal, lors d'un entretien en présentiel, les deux personnes se trouvent dans le bureau du soignant, ce qui offre un cadre intime pour cet entretien. Et en fait, là, ça pouvait se dérouler au domicile du patient et que ces patients pouvaient faire autre chose pendant l'entretien. C'est des choses qui sont énormément revenues. Par exemple, un psychiatre interrogé m'expliquait qu'il a fait un entretien avec une de ses patientes à la plage. Une autre qui me disait qu'une de ses patientes était en train de faire la vaisselle pendant l'entretien, ou d'autres qui s'occupaient de leurs enfants. Donc en fait, il y a vraiment cette intimité. En fait, on rentre dans l'intimité du patient et le patient prend peut-être moins au sérieux cet entretien du fait qu'il ne se trouve plus dans le bureau du soignant. Donc là, le docteur N, psychiatre sur le secteur de Roubaix, m'explique lorsque je lui demande des informations sur un entretien en particulier qui l'avait profondément marqué avec un homme. Et elle me dit, je tiens une demi-heure. Donc là, c'est lorsqu'elle me parle en présentiel et il me donne des informations. Je vois sa posture et tout ça. Je vois aussi, est-ce qu'il supporte les médicaments parce qu'il y a un effet neurologique dû aux médicaments. Donc je vois un petit peu si je dois adapter. Enfin bon, voilà, s'il est un peu sédaté, s'il ne l'est pas. Au téléphone, moi, je vois pas ça. Vous voyez, donc ça a duré 5 minutes à tout casser. Pour finir, c'est la question de l'avenir de ce travail téléphonique qui a été posée à mes enquêtés. Donc, on a pu observer que le nombre d'actes ambulatoires par téléphone a profondément chuté après le premier confinement. Donc, il y a déjà une réponse quant à cette question, que les psychiatres ont préféré revenir au présentiel que de continuer par téléphone. Et on a observé un faible regain au second confinement, mais une rechute juste après. Cependant, il peut être utile dans certaines situations, donc comme il a été expliqué pour les patients à mobilité réduite ou pour les pathologies particulières. Et aussi pour les patients en déplacement. Par exemple, une psychiatre interrogée m'expliquait qu'elle avait une patiente qui était souvent en déplacement professionnel à Saint-Étienne et qui pouvait continuer à être suivie même lorsqu'elle était en déplacement par sa psychiatre. Mais bon, pour finir, les professionnels privilégient quand même le travail en présentiel, voire en visioconférence. Donc là, le docteur N, psychiatre sur le secteur de Roubaix, lorsque je lui pose la question si elle a prévu de continuer à utiliser le téléphone, elle m'explique en liste un présentiel, 2 visio, 3 téléphones, 4, rien du tout. Donc le téléphone se trouve quand même en avant-dernière position de la liste. Donc comme on disait avant, ce qu'il faut retenir un peu, c'est que c'est mieux que rien, en tout cas selon les psychiatres interrogés, mais que ça n'a pas du tout été effectif. Donc que retenir de cette étude pour le moment?
Donc, certaines suppositions, ce serait une amélioration du service Prédis qui pourrait permettre une plus forte utilisation de l'outil de téléconsultation qui possède des avantages qui ont été mis en avant dans les différents entretiens. Donc, avec des établissements davantage équipés pour la visioconférence, donc avoir des ordinateurs avec des webcams par exemple ou une Wi-Fi plus puissante pour permettre ça. Et aussi, lors de mes entretiens avec les personnes travaillant à Vigilance, on a vu qu'une formation du personnel quant à l'utilisation du téléphone était obligatoire pour les gens travaillant à Vigilance. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'une formation à l'utilisation de ce téléphone dans un cadre thérapeutique ou dans un cadre clinique pourrait être mis en place pour les personnels qui, qui, qui pourront être amenés à l'utiliser? Et, et aussi que finalement, ce téléphone a quand même eu des points positifs qui a permis à des patients isolés de pouvoir être suivis. Et on pourrait se demander si il pourrait pas y avoir un suivi en présentiel, mais un suivi par téléphone aussi pour approfondir ce suivi. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair.